Corps à corps à corps. Et oui, donc on avait ces annonces de Elon Musk, Donald Trump, qui promettaient la transparence sur tous les sujets et sur l'État profond américain. Visiblement, ils ne plaisantaient pas parce que depuis une semaine, il y a vraiment un scandale important qui d'ailleurs affole les médias mainstream et les réseaux sociaux. C'est ces révélations concernant les financements de l'USAID. Vous le savez, l'USAID, c'est un peu l'équivalent de l'AFD, l'Agence française de développement, mais en beaucoup plus énorme et beaucoup plus opaque. Pour vous donner une idée, le budget de l'USAID, c'est celui de la CIA, environ 43 milliards de dollars. Et grâce à Elon Musk et Donald Trump, nous avons appris que cet organisme finançait toute une série de mouvements woke, d'ONG, de médias, de fact-checkers, une sorte d'open society tentaculaire qui dépendrait de l'État américain, mais qui viendrait se déverser en Europe, et pas que. Ça a concerné le Covid, ça a concerné la guerre en Ukraine, ça a concerné Nord Stream, ça a concerné les élections en Roumanie. Bref, énormément de sujets, c'est très important. Alors Donald Trump a décidé de démanteler l'USAID. Il a argué que c'était dirigé par une bande de fous extrémistes. Lundi dernier, les employés de l'organisation ont reçu l'ordre de ne pas se présenter au travail. Le compte Twitter de USAID a été suspendu. Le site internet a été mis hors de service. La fin de l'organisation a été actée le 7 février dernier, ce qui a entraîné l'annulation de plus de 800 programmes. Voilà, Donald Trump souhaite conserver seulement un embryon de cet organisme. Il va garder que 300 personnes contre 10 000 jusqu'à maintenant. Bref, vous l'avez compris, c'est très important. Évidemment, il y a des rébellions, il y a une condamnation unanime des médias officiels, des ONG. Ces ONG qui sont par ailleurs financées par ce même USAID. Bon, voilà, vous comprenez, la boucle est bouclée. Et nous, on parle de tout ça avec nos deux invités qui ont travaillé sur le sujet. Amélie Ismaili, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste indépendante et fondatrice du site Rechecking. Et puis nous sommes avec Frédéric Egouy. Bonjour Frédéric Egouy. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez également enquêté sur ce sujet de l'USAID. Peut-être commencer avec vous, Amélie Ismaili, sur ce que vous avez pu, enfin comment vous décriveriez, pardon, je vais y arriver, l'USAID et ses tentacules. Ça fait un moment que moi j'avais l'USAID dans le viseur, sachant que j'observe tous les financements des lobbies de fact-checking depuis un moment. Et donc on avait déjà beaucoup de groupes qui étaient directement liés à l'USAID. Mais au-delà, il faut comprendre que l'USAID, c'est juste une partie d'un énorme machine de propagande et de blanchiment d'argent du gouvernement américain vers d'autres ONG. C'est-à-dire que l'USAID a des financements directs, donc on a pu découvrir, et j'ai notamment vu les financements à de nombreux médias, dont l'AFP, c'est quand même important. Oui. L'AFP, on est à hauteur d'environ 10 millions de dollars depuis 2010 à peu près, sachant que dans les 10 millions, on est à plus de 7 millions. Près de 8 millions, excusez-moi, hein, c'est 7 950 et des poussières, qui datent de 2017 seulement. C'est-à-dire qu'en 3 ans, en l'espace de 5 ans, alors non pas l'USAID, mais le gouvernement, en tout cas les agences fédérales américaines, ont financé l'agence France Presse avec des financements qui sont quand même énormes. Et donc, vous avez l'USAID, mais vous avez donc l'agence, l'US Global Agency. Et si vous voulez, ces deux agences, avec la National Endowment for Democracy, entre autres, ce sont des caisses où le gouvernement américain va les utiliser. C'est-à-dire non seulement, quand je dis le gouvernement, c'est plutôt ce qu'on peut appeler l'État profond, parce que c'est pas forcément le président qui décide de tout ça. Oui, sauf que ce sont les financements américains. Voilà, c'est-à-dire ce sont des financements des impôts américains. Donc, c'est quand même des impôts qui sont utilisés du contribuable américain pour financer des systèmes de propagande. C'est un système qui a toujours existé en fait dans l'appareil américain. Pour les influences étrangères, il a toujours utilisé, la CIA a toujours utilisé des ONG différentes pour faire du lobbying ou pour faire de la propagande. Mais là, ce qu'il y a, c'est que ça passe directement par un financement des impôts américains. Et on a un Donald Trump et un Elon Musk qui sont bien décidés
décidé à avoir ouvert cette machine énorme. Pour les journalistes citoyens, on avait quand même quelques doutes sur à quoi servait l'USAID, mais là, ils sont en train de révéler de plus en plus de choses, quoi. Alors, on va aller sur toutes ces révélations, mais oui, donc ce qu'on comprend, c'est que vous lisiez, il y a toujours eu ce système américain comme on disait tout à l'heure, d'open society, d'associations privées, financement privé qui allaient intervenir, pourquoi pas provoquer, pourquoi pas alimenter en tout cas des révolutions colorées ou autres. Sauf que c'était encore des fonds privés. Et là, la différence, comme vous le dites, c'est quand même très très important, c'est que tout ça a été payé par le contribuable américain, qui d'ailleurs n'en savait rien. Et parfois à son propre détriment, on va y revenir. Alors, pareil, Frédéric Egui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ce que vous avez compris déjà de l'ampleur du phénomène USAID? Et donc, l'USAID, déjà, il faut bien définir ce que c'est. Donc, dans son nom, parce que son nom lui-même est trompeur, c'est l'Agence pour le développement international des États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas se laisser berner par le nom AID. C'est pas Oui. du tout une agence humanitaire. L'acronyme est vraiment trompeur. C'est une agence fédérale du gouvernement américain dont l'unique objectif, dont la raison d'être, c'est de défendre, c'est de servir évidemment les intérêts des États-Unis à l'étranger. Comment ils s'y prennent? En construisant des réseaux, des capacités, c'est-à-dire des capacités humaines sur lesquelles ils vont pouvoir en fait s'appuyer pour faire avancer leur agenda. Et il faut bien saisir la place qu'elle a dans l'État aujourd'hui américain. Elle est en fait absolument essentielle dans l'établissement et dans la mise en œuvre de ces politiques, parce qu'en fait, elle se retrouve au centre, c'est le liant entre le département d'État, le Pentagone et la communauté du renseignement. Et donc, on a concrètement, elle finance pour faire avancer des lois dans des pays, pour s'opposer à des gouvernements, voire pour les renverser. On l'a vu, les exemples sont légion aujourd'hui. Si vous regardez en Syrie, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, la patronne de l'USAID, Samantha Powers, expliquait, et donc je vais la citer, qu'elle soutenait des organisations locales pour renforcer la gouvernance dans les zones non soumises au régime d'Assad. Donc vous voyez ce qui s'est passé quelques semaines après, le gouvernement Bachar el-Assad est tombé. Donc vous voyez bien qu'on a là une influence directe du gouvernement américain sur ce qui se passe là. Et sur la Roumanie, par exemple? Oui. Pardon? Sur la Roumanie? Oui, alors sur la Roumanie, évidemment, c'est pareil, ou sur la Géorgie. Regardez en Géorgie, aujourd'hui, la Géorgie, c'est un exemple qui me tient à cœur parce qu'on a finalement un gouvernement qui a été mis à mal, qu'on a essayé de renverser concrètement, parce qu'ils ont fait passer une loi qui était précisément une loi sur les agents étrangers. Et donc, dans la loi, le but de cette loi, on a fait passer par ailleurs la même chez nous, mais le but de cette loi était justement de prouver, en tout cas de montrer, d'expliquer aux gens et aux citoyens, de dire d'où venait l'argent des mouvements dits citoyens qui étaient financés, et de voir que là, concrètement, on aurait vu qu'ils étaient financés par l'État américain, si vous voulez. Qui forcément vous pose la situation différemment. Quand vous avez un mouvement dit citoyen qui est financé par un État étranger, c'est pas la même histoire, si vous voulez. Et ça, voilà, je dis les exemples sont légion parce que on peut aller sur l'Ukraine, qui est l'exemple peut-être le plus marquant. Alors, on parle beaucoup des médias aujourd'hui en ce moment sur ce que finance l'USAID, parce que l'USAID, évidemment, on l'a vu, il finance 6200 journalistes, 700 ONG dites médiatiques, etc., etc. Mais il n'y a pas que les médias. Et pardon, sur les médias, je continue juste quelques chiffres. C'est selon Reporters sans frontières. Les aides à la presse atteindraient 268 millions de dollars annuels. Donc 259 millions d'euros, évidemment, et souvent les médias qui sont aussi le pouvoir en place, quand on parle de la Russie, l'Iran, l'Ukraine apparemment, 9 médias sur 10 bénéficiaient de ces aides. Donc on voit bien ici l'importance stratégique qu'il y a derrière, évidemment, cet organisme, cette agence. Si je peux me permettre... Amélie, bien sûr, allez-y. Ouais. Si je peux me permettre une petite précision, c'est dans ces 250 millions, c'est juste les financements directs. Oui. Encore une fois, il y a, et ça, Frédéric, je pense qu'il connaît aussi très bien le sujet, c'est-à-dire que l'USAID finançait également des organisations qui elles-mêmes vont financer des médias, dans la même logique. Par exemple, l'Open Society, on a vu qu'ils étaient très largement financés par l'USAID. Oui. Et derrière, l'Open Society va financer d'autres médias. Vous avez plein d'autres exemples comme ça, où en fait, on voit qu'il y a plusieurs systèmes, et vous avez dit que c'était tentaculaire, c'est tout à fait le cas, plusieurs systèmes de blanchiment d'argent. Donc, il faut vous dire que les financements de l'USAID,
directs, c'est une partie de l'iceberg. Ouais, Donc on ouais. est sur des montants qui sont énormes. Ouais, tout à fait. Frédéric Egoué, allez-y. Oui, tout à fait. Et donc sur les médias, et je pense que c'est un point évidemment essentiel parce que les médias sont un point central dans cette politique-là, en fait. Évidemment, ils sont absolument essentiels. Mais il y a pas que les médias. On fait, par exemple, en Ukraine, regardez aujourd'hui, il y a eu ce mouvement et comment dire, l'USAID a incité, si je peux le dire comme ça, le gouvernement Zelensky à absolument ne pas reconnaître et ne pas légitimer l'Église orthodoxe russe par rapport à l'Église orthodoxe ukrainienne, si vous Mmh. voulez. Et c'est là où vous touchez d'autres domaines de la société, où évidemment tout le but final est le même, si vous voulez. C'est-à-dire, le but final, c'est concrètement, c'est une influence pour pouvoir avancer les intérêts américains. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ça peut passer par exemple par la religion. En Ukraine, c'est très important. Et donc, il touche à tous ces domaines-là, si vous voulez. Et quand vous avez la porte-parole du gouvernement américain qui fait une déclaration qui peut sembler un peu loufoque, par exemple, quand elle dit qu'à Belgrade, ils financiaient des organisations qui étaient, on va dire, dites progressistes, si vous voulez, mais ça rentre exactement dans la même logique. C'est-à-dire que c'est une manière de pouvoir faire pression sur le gouvernement serbe en l'occurrence, faire monter des groupes qui ont des valeurs, on va dire, différentes d'un gouvernement qui peut s'opposer au gouvernement américain ou aux politiques du gouvernement américain, pour pouvoir faire pression dessus par ailleurs, en fait. Donc, tout ça rentre là-dedans, toute cette logique-là, si vous voulez, c'est vraiment cette machine-là qu'ils sont en train de démonter, de démontrer, et qui est effectivement tentaculaire. Ça touche beaucoup, beaucoup de domaines. Sur le domaine des médias, évidemment, on en parle, et Amélie le disait sur l'AFP, c'est absolument essentiel, c'est très important, et en fait, on le voit concrètement dans la qualité de l'information qu'on reçoit. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 10 ans à lire tous les jours des dépêches AFP, notamment sur les États-Unis, parce que c'était un des sujets sur lesquels je m'intéressais. Et on voit bien, alors en l'occurrence à l'époque, on n'avait pas les preuves de ça, mais on voit bien l'influence que ça a sur le discours qui est retranscrit. Et le discours qui est retranscrit dans l'AFP, il faut bien voir que c'est les discours qui est repris après dans tous les médias de masse. C'est-à-dire que tout Ouais. le monde copie les dépêches AFP. Et sur les États-Unis, vous aviez un biais qui était absolument évident, que tout le monde peut voir, qui est pro, on va dire, démocrate, entre guillemets. Alors c'est plus complexe que ça, mais enfin, disons pro-démocrate, et sur certains sujets, sur lesquels, du coup, vous avez été extrêmement mal informé, que ce soit sur le Russia Gate, que ce soit sur l'affaire Hunter Biden, etc., Bien sûr. etc., où du coup, la qualité de l'information que nous recevons est effectivement extrêmement mauvaise. Oui. Alors, on va analyser un peu l'ampleur de ce qui se passe, c'est-à-dire que ces révélations, ces interdictions, l'arrêt de ces flux va changer énormément de choses finalement dans notre information, jusqu'aux États-Unis évidemment, en France aussi, et finalement peut-être freiner certaines guerres. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment, on peut envisager tout ça. Avant, pour aller dans le sens d'Amélie Ismaili, Amélie, vous expliquiez tout à l'heure que, en effet, quand je parlais des 268 millions de dollars annuels qui étaient versés par l'USAID dans les médias. Vous disiez, attention, on parle seulement de financement direct. Il y a une autre révélation concernant toujours cette agence USAID, faite par Wikileaks cette fois-ci, qui est le financement de Internews Network, pardon. Donc une ONG qui est financée par USAID. Et là, c'est vraiment ce que vous expliquez, c'est-à-dire c'est financement indirect. On finance Internet. Je vais y arriver. Internews Network. Alors là, elle a reçu 472 millions de dollars pour contrôler finalement l'information. Et à travers Internews Network, il y avait des médias qui étaient eux-mêmes influencés par cette ONG. Des heures de diffusion, des personnes, des journalistes, 9000 journalistes formés. Donc, on voit bien que et c'est un financement qui allait en grandissant. Donc, on voit bien là, en effet, que ça peut être soit un financement direct dans un programme, comme l'a dit par exemple Donald Trump, a dit, le journal de gauche Politico a reçu 8 millions de dollars. D'ailleurs, New York Times a certainement reçu de l'argent aussi. Qui d'autre? C'est le plus grand scandale de l'histoire, dit-il. Donc on a ça, et puis on a encore tous ces financements indirects. En fait, on a l'impression que ça a été complètement abreuvé, enfin même donc complètement orienté. Toute la presse a été orientée dans la direction de cette agence qui, on l'a dit, est une espèce d'agence soutenue par l'État profond avec l'argent du contribuable américain.
Enfin, d'abord, je ne sais pas si Amélie et Ismaël voulaient réagir à ça, mais ensuite, à quelle fin et qu'est-ce que ça va changer, le fait que maintenant tout soit coupé, que le robinet soit coupé? Ça va être la deuxième partie de cette analyse. Mais d'abord, Amélie, Ismaël, peut-être un petit mot sur Internews Network? Oui, alors Internews Network, c'est juste un programme, hein, c'est une des ONG. Et Ouais, encore ouais. une fois, on est sur des Oui, oui. parties de l'iceberg. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que moi, On j'ai prend qu'un vu petit d'autres fil à chaque fois. Ouais, ouais. Ouais. Dans le cadre de mon livre, j'ai vu d'autres programmes où j'ai vu que c'était financé par National Endowment for Democracy qui ont pratiqué le même genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec Wikileaks, on a eu des documents qui ont révélé vraiment comment ça a marché. C'est-à-dire que jusque-là, on avait quand même des soupçons sur un nombre conséquent, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs groupes, de plusieurs programmes. Vous avez les programmes autour du fact-checking aussi, ils ne sont pas neutres du tout. Ouais. Mais Internews a aussi fait des questions de fact-checking, des formations au fact-checking, entre autres. Mais on a Wikileaks a aussi révélé un certain nombre de documents qui montrent qu'on a financé des initiatives pour discréditer des figures politiques, soutenir des oppositions dans divers pays, que ce soit en Ukraine, en Géorgie, au Brésil et même dans certains pays africains. On a vu que l'UCED, et encore une fois, Wikileaks a montré des documents qui montraient qu'il y avait des financements de programmes clandestins pour former des groupes d'opposition sous couvert d'initiatives de développement et de démocratie. Vous avez un exemple, par exemple, sur la formation des techniques de torture en Amérique latine. Donc, on n'est pas du tout sur des questions de démocratie, d'humanitaire, etc., comme tous les médias français vont nous raconter, et tous les médias occidentaux n'ont parlé à aucun moment de ces sujets. C'est qu'alors qu'on a des preuves, etc., c'est un blackout total. Donc là, ce qu'a dit Frédéric est très clair. On voit comment ces systèmes de financement, je suis même pas sûre que ce soit finalement des agents de l'UCED qui vont téléphoner à des agents de l'AFP. C'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est tout simplement que quand vous avez des contrats de plus d'1 million de dollars par an avec un certain système, vous avez plutôt intérêt à ne pas trop l'énerver. Et puis derrière, vous avez un passage de sources, des collaborations sur des programmes, on va payer des gens de l'AFP pour faire des formations en fact-checking, etc. Donc tout ça, c'est une manière d'orienter l'opinion. Et derrière, l'AFP va aussi former d'autres agents de fact-checking, etc., qui eux-mêmes vont avoir cette orientation politique et cette vision, effectivement, comme l'a dit, j'aime pas le mot pro-démocrate, parce que est-ce qu'on peut appeler les démocrates américains comme des démocrates difficiles? Mais voilà, on voit très bien de qui on parle, c'est-à-dire un clan démocrate, c'est-à-dire pour moi des néolibéraux qui sont beaucoup par rapport aux républicains de Trump, sont des gens qui veulent une vision extrêmement impérialiste des États-Unis, avec cette idée que il faut propager la démocratie dans le monde, mais leur vision de la démocratie qui est un système complètement oligarchique et néolibéral. Alors allons un peu maintenant sur ce que ça risque de provoquer en France. Justement, on voit la panique, on voit la réaction aujourd'hui des médias qui nous disent que c'est une catastrophe. Donald Trump est un monstre, enfin, ça on le savait déjà de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Vous avez parlé des fact-checkers, par exemple. Les fact-checkers, là, ça commence entre Facebook qui a fait son revirement et qui donc, a priori, va cesser de les financer pour faire du fact-checking, parce que Facebook participait, enfin Meta participait, et maintenant l'USAID, ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça va changer pour les fact-checkers, à votre avis? Question à vous deux, et puis plus généralement, pour la presse française, est-ce qu'il va y avoir un effet en France? C'est-à-dire, déjà, ils vont être un peu moins financés, puisque ça va peut-être changer un peu la teneur de la couleur de leurs propos. Cette fois-ci, je me tourne d'abord vers Frédéric Egui. Alors sur les fact-checkers, pardon, je laisserai Oui, Amélie, parce que c'est quand même son sujet de tout à prédilection. fait. Mais après d'une manière un peu plus large, donc comme vous l'avez dit et comme on est en train de le définir, c'est vraiment un système qui est absolument tentaculaire. Et donc, par exemple, moi je prendrais un exemple tout simple. Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose, je pense, dans l'immédiat. Je vous rappelle qu'on a quand même aujourd'hui un président qui vient de certains réseaux, qui a été formé notamment par la French American Foundation, qui est un young leader. On a un chef de la diplomatie qui a été formé par la French American Foundation, qui est un young leader. On avait un ministre de l'Europe qui était formé par la French American Foundation, qui était un young leader. Donc, si vous voulez, on a cette façon de fonctionner
il n'y a pas que l'USAID. C'est-à-dire que, enfin, Élie l'a très bien dit, hein, il y a beaucoup d'autres manières de l'atteindre. Et donc, si on veut lutter contre les ingérences, il va falloir lutter contre tout ça. On voit bien aujourd'hui ce qu'est en train de faire Bruxelles, l'Union européenne. On voit bien que l'ingérence contre laquelle ils luttent, c'est pas celle-là. Et que celle-là, elle leur a jamais posé de problème. Ça leur a jamais posé de problème quand Facebook censurait, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur l'affaire Hunter Biden, etc. Ça leur a jamais posé de problème, ça leur posera jamais de problème. Donc, si vous voulez, je ne m'attends pas à un changement massif en Europe, même si effectivement il va y avoir, c'est sûr qu'il va y avoir, les choses vont évoluer. Je pense que nous, on a des points de relais de ces réseaux qui sont différents, qui passent par d'autres endroits et qui sont toujours là. Et tant qu'on ne comprend pas ce problème dans cette globalité et qu'on n'y fait pas face, ça va être difficile de lutter contre. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait cette prise de conscience, en tout cas au niveau politique. Enfin, alors c'est très bien, vous en parlez effectivement, mais en dehors de Toxin, si vous voulez, dans le débat public, cette question-là, effectivement, dans les médias, n'est jamais abordée. Je suis assez pessimiste là-dessus, si vous voulez, en tout cas dans l'immédiat. Oui, Je pense que ça va mais prendre vous plus de pensez temps pas tout avant de de même démanteler que tout ça, quoi. si les financements sont coupés, ça peut quand même avoir un impact au moins sur ces médias, non? Euh, Alors, Ouais, ouais, vas-y. Amélie, allez-y. oui, non, pardon, je voulais pas couper Fact-checker et Frédéric. médias en Non, général. vas-y. Non, mais allez-y, on vous écoute. Alors, sur les médias en général, non, ça va pas changer grand-chose. Parce que, alors je sais pas si on m'entend. Oui, Parce on que vous j'ai un entend, petit- très bien. Ah pardon. Sur les médias en général, non, ça va pas changer grand-chose. Pourquoi? Parce que l'UCED, encore une fois, ou même parce que ce qui finance le plus ces médias, c'est pas l'UCED directement, c'est un autre groupe qui s'appelle Global Agency, l'US Agency for Global Media. Hein, c'est encore mais c'est pareil, c'est un système de propagande médiatique qui est assez ancien. Donc ça déjà de un, je pense qu'ils vont pas fermer l'ensemble des contrats avec les médias. Dans le cas de l'AFP, il y aura toujours des contrats pour la réception de dépêches. Je pense que même si évidemment il va y avoir des changements politiques importants, en tout cas des orientations politiques et des coupures au niveau des subventions, je ne crois pas que Trump va complètement se séparer de ce système d'appareils. Trump aussi, ça reste chef d'un État, de l'État des États-Unis. Il ne va pas se supprimer d'un immense appareil d'influence, de soft power américain comme ça, du jour au lendemain. Ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est le cas. Et puis le reste, les médias, en fait, la plupart des médias occidentaux, même s'il y a peut-être des financements par-ci par-là, de $1 million et tout, il faut comprendre que c'est pas grand-chose en fait. Le cas de l'AFP, c'est 340 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. L'UCED, ça représente qu'1 million. Si on compte, on peut monter, je pense, à autour de 10-15 millions, hein, je dirais, pour l'ensemble des financements américains. Et évidemment, c'est un poids énorme, mais c'est pas ça qui va abattre l'AFP. Et puis derrière, vous avez, pour ce qui est tous les titres de presse et tout, je vous rappelle qu'ils sont quand même bien subventionnés déjà par le contribuable français. Et puis derrière, vous avez des financements de l'Union européenne qui sont aussi très importants et qui, je pense, vont à terme remplacer un petit peu, en tout cas on voit qu'il y a le chemin ce chemin-là qui est en train d'être pris, c'est que l'État profond, la bureaucratie de l'Union européenne va remplacer en fait ce système de propagande de l'UCED. C'est déjà en fait en partie le cas. Attendez, Donc, juste un point faisant un stop sur ce que vous venez de dire, je pense que c'est fondamental. En gros, l'État profond européen va remplacer l'État profond américain. C'est-à-dire que même si on n'est plus abreuvé par les Américains, enfin plus autant, disons qu'on aura un relais puissant côté européen. Il y a déjà, en fait, c'est-à-dire que la plupart des médias dont on parlait, même Internews, hein, l'exemple d'Internews ou d'autres ONG, sont déjà financés par l'Union européenne à des montants qui ont été de plus en plus importants. C'est-à-dire qu'à mesure que l'Union européenne devient cette espèce d'appareil qui prend de plus en plus de taxes au sein du contribuable européen, eh bien, il y a des financements qui sont en train d'être passés. Donc je pense que oui, à terme, et puis on le voit, toute la frange un petit peu de démocrates, entre guillemets, sont en train de se réfugier aux États-Unis, sont en train de se réfugier dans l'Union européenne. Juste un point sur les fact-checkers, comme ça, après, je ne fais pas plus long. Non, allez-y, au contraire. Par contre, sur les fact-checkers, oui, il y a un énorme... Je pense que c'est le poids... Voilà. Pour rester sur une note
positive, parce que non, les médias en général, non. Par contre, sur les fact-checkers, oui, c'est certain. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des systèmes de formation, de sources, de manières de travailler et de sources de financement des équipes de fact-checking passaient par des ONG américaines qui étaient financées par l'USAID ou financées par l'État profond américain. Donc de un, et ça, ce qui est clair, c'est qu'autant je pense que Trump, il ne va pas se supprimer complètement d'un appareil d'influence, autant je pense que les fact-checkers, il va se régaler. C'est vu tout ce qu'ils lui ont fait, c'est-à-dire que vraiment, les fact-checkers ont été le groupe de journalistes qui se sont le plus acharnés sur lui, à un niveau qui est vraiment au niveau du harcèlement. Quoi qu'on pense de Trump, hein, moi je suis la première à critiquer pas mal d'aspects de Donald Trump. Encore une fois, je dis que ça restera un impérialiste, hein, que ça ne sera pas un ange pour moi, mais le fait est que les fact-checkers se sont acharnés sur lui à un niveau assez considérable. Donc, ce qui est sûr, c'est que tous les financements, je pense, vont être coupés là-dessus. Et là, oui, on a déjà l'AFP Factuel qui recevait quand même, on a appris, c'est dans la lettre A, 8 millions de dollars par an. Hein, donc, ça vous dit un petit niveau. 8 millions de dollars par an, juste pour les fact-checkers, ce qui est énorme. Vous avez d'autres financements comme ça. Tous les groupes, vous avez le Global Disinformation Index, on a parlé d'Internews, mais il y a d'autres réseaux comme ça de fact-checking. L'International Fact-Checking Network, c'est le plus important, hein, c'est celui qui coordonnait la totalité des fact-checkers européens, l'ensemble, hein, que ce soit Julien Pain, que ce soit l'AFP Factuel qui était partenaire, que ce soit Check News, etc., etc. Tout cela, je pense que eux ne vont plus recevoir de financement, donc non seulement de Facebook, etc., sachant que Facebook ne faisait que suivre des demandes encore une fois, de l'USAID ou de ces appareils, en fait, de ces agences américaines. Facebook ne faisait que suivre ça. Donc là, pareil, on va être sur des financements qui vont être coupés. Et sachant que le fact-checking ne peut pas vivre sans subvention, hein, personne ne va payer pour du fact-checking. Aucun client, non mais il faut être sincère, aucun client ne va payer pour le fact-checking. Il y a sûrement, encore une fois, une partie qui va être financée par l'Union européenne, par l'État français, parce que M. Macron a un très très grand intérêt dans le fact-checking, hein, il a financé beaucoup de fact-checkers, ça c'est un autre sujet. Donc il va y avoir d'autres systèmes qui vont tenter de financer. Mais je crois qu'on ne pourra pas être sur des montants ou même encore des milliardaires. Hein. Les milliardaires ont encore beaucoup d'argent pour financer tout cela. Mais sans le soutien de l'appareil américain, oui, ça va porter un très, très grand coup. Et donc, ce grand coup financier, ce robinet coupé qui est primordial, vous l'avez rappelé pour les fact-checkers en France, ce robinet qui vient des États-Unis et notamment de cette USAID et indirectement, on l'a dit, par ces autres organismes, ça va, à votre avis, vous vous attendez à quoi demain? Ça va provoquer quoi chez les fact-checkers? Ça va provoquer moins de fact-checkers ou alors, comment vous le voyez? Comment vous voyez leur avenir? Je pense que ça va être surtout ils ont moins de moyens, beaucoup moins de moyens. Sachant que c'était déjà un petit peu le cas, hein. C'est-à-dire qu'il commençait à y avoir quand même quelques critiques en interne. Le fact-checking, quoi qu'on pense, dans la corporation journalistique, c'était pas très très bien vu, mine de rien. Donc voilà. Donc je pense qu'on va moins recruter de fact-checkers. On va surtout, on le voit, il y aura beaucoup moins de moyens pour faire autant de contenu. Donc le fact-checking, encore une fois, ne va pas disparaître, hein. Ils ont besoin, et je pense que l'Union européenne va tenter de financer au maximum parce que l'Union européenne a absolument besoin du fact-checking, hein. C'est dans le cadre du DSA. Comme c'est une logique de censure, c'est une logique de discréditer tout ce qui va, par exemple, contredire l'Union européenne ou rappeler quels sont les faits autour de l'Union européenne. On a besoin de fact-checkers pour aller débunker tout ça, hein. Donc, entre guillemets, débunker, vous avez bien compris, Clémence, que c'était ironique, hein, dans mon esprit. Donc, l'Union européenne va quand même... Donc, il y aura toujours des financements pour du fact-checking, mais c'est sûr qu'on aura beaucoup moins de contenu, on aura beaucoup moins de rapidité. Et puis, on le voit déjà, il y a quand même... On les entend un peu moins ces derniers temps. Oui, ou retourner un peu leur veste, faire un peu moins les malins. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas fact-checkers, ils ont changé un peu on sent qu'ils sont prêts quand même à suivre le vent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, bon, on les entend pas trop. Il y a quand même beaucoup moins de contenu de fact-checking. À des moments, dans les périodes Covid, on était sur des milliers de contenus par semaine, quoi. C'était énorme. Pendant
la guerre en Ukraine, etc. On était sur une massivité de contenu importante et qui était relayée partout, par tous les médias, en fait, derrière. Donc, ça allait très loin. Là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de contenu et je pense que ça va aller décrescendo. Il y aura de moins en moins de contenu et au final, à mon avis, je pense que ça finira par disparaître, pas complètement, parce qu'encore une fois, il y a d'autres influences qui ont beaucoup besoin du fact-checking, mais ça sera beaucoup moins important. Merci beaucoup à tous les deux, Amélie, Ismaël, Frédéric Egouis. C'est absolument passionnant ce qui se passe. Nous vivons quand même une époque difficile pour les Français, mais passionnante en termes d'information, parce que beaucoup de digues s'écroulent, beaucoup de réalités deviennent vérifiées, sourcées. Ce qu'on pressentait s'ouvre devant nous et c'est absolument passionnant. Merci encore Amélie Ismaël, je rappelle, fondatrice du site Rechecking, et Frédéric Egouis, journaliste indépendant. Merci à tous les deux. Merci.